Alors, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Donc, on est en compagnie de Jean-Pierre Dussault. On va commencer dans 2-3 minutes. Laisser la chance aux gens d'arriver à ce lunch immobilier. Donc, on va parler évidemment d'immobilier pendant au moins une demi-heure jusqu'à peut-être une heure, dépendamment des questions. Et Jean-Pierre, peut-être leur dire un petit mot de bienvenue pendant que je vais copier les questions. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé des belles semaines reposantes. Merci de reprendre avec le club. On est à vos côtés, évidemment, pour vous aider à vous développer. L'automne s'annonce rempli d'opportunités pour un paquet de raisons que vous soupçonnez, que vous connaissez à cause de la COVID. Donc, pour bien faire, ça prend de connaissance. Et voilà, donc vous êtes avec la bonne organisation. Super, merci de nous saluer. Au moins, on voit que ça fonctionne bien. Jean qui est à la technique aujourd'hui. Oui, merci de votre indulgence, les gens. Habituellement, c'est Jean-Philippe qui fait tout ça. Moi, je suis moins habitué, mais ça va bien aller. On a reçu quelques questions là, des gens qui ont posé sur la page du club. Donc, sur la page du club, clubimmobilier.ca, il y a une section « Pose ta question ». Donc, on vous invite à aller poser vos questions durant la semaine et on en profite pour y répondre durant le live. Donc, on a reçu déjà quelques-unes. Et on vous invite également à poser des questions là, dans le chat pour que notre ami Jean-Pierre et moi puissions y répondre. On va commencer ça dans une minute officiellement. Peut-être d'entrée de jeu, les gens qui sont inscrits au coaching, vous devriez recevoir des courriels par rapport au retour des formations en classe. Si vous n'avez pas reçu, contactez Julie au bureau du club. Mais tout reprend de façon évidemment distancée avec toutes les mesures nécessaires. Mais vous devriez avoir de l'information sur vos formations en classe à venir dans les prochaines semaines. Excellent, excellent. Merci Jean-Pierre. On espère que vous avez passé un bel été. En tout cas, pour ma part, super ressourçant. Les vacances sur la côte nord et on s'est ramassé à Natashquan, quand même assez loin. Et on a fait ça en van life, donc camper converti par un gars qui s'appelle Frédéric Dion, un aventurier québécois. Je sais que des gens qui le connaissent, mais très, très connu. Donc, il s'est fait un camper avec un Dodge ProMaster. Fait qu'on lui a loué ça pendant 2 semaines pour voir si on aimait, dans le fond, l'expérience. Et ça nous a amené à acheter un Sprinter de Mercedes et de se taper la conversion. On est là-dedans. Donc, bel été ressourçante. Jean-Pierre, as-tu pris des vacances pendant que je termine de copier les questions? Ça devait être la Côte d'Azur, ça finit sur la Côte-Nord, hein, Yvan, c'est ça? Oui. Dans ton cas, as-tu pris des vacances un peu? Oui, en fait, des longues fins de semaine, horaires flexibles, exactement. Profiter de l'été en étant quand même proche des opérations. J'ai eu beaucoup de mouvements cet été, moi, dans les immeubles. Donc, on restait quand même autour et voilà. Mais ça a été un très bel été. Excellent. Good, good. Donc, on passe officiellement. On avait une question qui nous venait de Lindsay GM. Quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui veulent débuter en investissement immobilier? Donc, on passe ça facile et bon, Jean-Pierre, vas-y. Oui, bien sûr. Merci de la question. Les gens qui débutent, d'ailleurs, on a une capsule là, sur Vlogimo à ce sujet-là. Allez-y progressivement. En fait, c'est de vous éduquer. Il y a une partie éducation, il y a une partie aussi inspiration. Il faut travailler les deux aspects. C'est des aspects sur lesquels le club met beaucoup d'emphase. Mais au niveau connaissance, chaque erreur en immobilier coûte très cher. Il faut essayer de les limiter le plus possible. Donc, en partant, on suggère souvent le livre de Jacques Lépine, L'indépendance financière grâce à l'immobilier. Le livre d'Yvan, justement, sur les flips. Et même, comme je le dis souvent, même si vous n'êtes pas des flippeurs, c'est un livre qui a beaucoup de contenu, même si vous voulez acheter, investir, conserver. Excellent livre. Ensuite, beaucoup de capsules, encore une fois, sur vlogimo.ca. Il y a un e-book disponible également sur le site web du Club d'investisseurs en vous inscrivant aux infolettes, en nous laissant votre adresse courriel.
Donc, il y a quand même pas mal de contenu disponible. Vous formez, commencez à fréquenter éventuellement les soirées mensuelles, peut-être vous inscrire à des formations à la carte. Je pense à la fin de semaine intensive, IMO 101, entre autres, qui est donné quelques fois cet automne. Autre recommandation, faites rien de précipité. Les gens, des fois, veulent partir en fou et ils font des erreurs. Ils achètent dans des secteurs qu'ils connaissent pas. Il manque beaucoup de paramètres, puis ils se font remplir avec à peu près n'importe qui ont des intérêts dans la transaction. Fait que le club vous enseigne à vous fier à vous-même, fait que développez votre autonomie et au niveau de l'inspiration, ben encore une fois, on travaille là-dessus dans le coaching. Il y a toujours un moment au niveau de la motivation, du développement du millionnaire mindset. Il y a un paquet de livres à ce sujet-là. Je pense entre autres au Secret d'un esprit millionnaire de T.R. Baker. Secret d'un esprit millionnaire, un livre avec une couverture jaune. Là, je suis pas chez moi en ce moment, j'ai pas ma bibliothèque, je vous l'aurais montré. Mais excellent livre, je le lis à chaque année. Très bon pour l'inspiration. Puis, peut-être dernière chose, faites attention à votre environnement. Tenez-vous avec des gens qui réussissent. C'est sûr que si vous voulez commencer en immobilier et vous êtes avec un paquet de gens qui n'y croient pas, ça va vous affecter. Fait que faites attention. Éventuellement, on voit avec le club que les gens changent d'environnement. Et à moins que vous ayez des amis qui vous encouragent, qui sont contents pour vous, qui ne vous jalousent pas, puis qui vous décourageront pas. Mais faites bien attention. Et comme dirait Vincent, gardez vos pensées, gardez vos projets. Souvent, la façon de détruire un rêve, c'est de le partager avec des gens qui n'en ont pas. Donc, gardez vos choses si vous êtes avec du monde qui vous envie. C'est pas nécessaire de parler de votre triplex à la machine à café au travail. C'est sûr qu'il y en a qui vont placoter. Des fois, ça peut nuire. On n'a pas besoin de ça. OK, good. Merci Jean-Pierre de cette réponse exhaustive, toujours aussi précis. Tu as parlé de Ray en passant. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer Ray qui, depuis quelques mois, là, combat un cancer de l'œsophage. Il a été opéré là, la semaine dernière et il y a eu des petites complications. Et ceux qui l'ont vu sur Facebook, allez sur Facebook, sur la page de Ray, envoyer un petit message d'amour et envoyer des pensées positives à Ray pour qu'il aille de mieux en mieux. Donc, Ray, tu ne nous écoutes sûrement pas, mais on te salue et reviens-nous en forme le plus vite possible. Good. Donc, prochaine question. On va y aller avec Jaro. Jaro Mazola. Donc, il dit quand on veut investir, quand on veut offrir de l'argent à un locataire pour qu'il parte, donc négocier de bonne foi avec le locataire, hein, de gré à gré, et vous planifiez refaire votre argent en combien de temps? Donc, je vais répondre en général. Il y a un principe quand on injecte de l'argent, quand on injecte de l'argent, il faut tenter de récupérer idéalement, selon moi, là, puis selon certains experts, entre 3 et 4 ans. Tu sais, si ça prend 10 ans à récupérer votre argent, c'est peut-être mieux de le mettre ailleurs. Okay? Donc, en matière de rénovation, par exemple, au Québec, la Régie nous autorise ou suggère un certain pourcentage d'augmentation. Et si vous fiez à la Régie du logement, ça va prendre 34 ans, genre 35 ans avant de récupérer votre investissement. Donc, ça n'incite pas à la rénovation du parc immobilier. Donc, beaucoup trop long. Fait que si on négocie un départ avec un locataire, disons, je sais pas, 2 000 à 3 000 il faudrait être capable de louer un nouveau locataire, plus cher évidemment, pour récupérer cet argent-là dans les 3-4 prochaines années. Donc, idéalement, on le fait juste avant le refinancement. Donc, on négocie le départ, on reloue plus cher et l'année d'après, on refinance sur une nouvelle valeur. Donc, ça va nous permettre de récupérer l'argent plus rapidement. Et voilà, donc, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as de quoi à bonifier là-dessus. Oui, merci. En fait, Jaro, avant d'offrir de l'argent, essaie de discuter avec lui. C'est quoi ses projets, c'est quoi ses plans, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et moi, ce que j'aime bien offrir, c'est de pouvoir quitter en tout temps, sans préavis, sans pénalité. Et ça, pour les gens, c'est un cadeau en soi. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours besoin d'offrir de l'argent.
Fais attention de ne pas tomber dans de la surenchère, parce qu'à un moment donné, s'il sent que tu veux trop de logement, le 3 000 va devenir 5 000, 5 000 va devenir 10 000. À un moment donné, là, arrête ça là, puis laisse aller. Il y a des logements, des fois, qu'il faut oublier dans nos bâtisses lorsqu'il n'y a rien à faire avec un locataire. Puis, moi, ça m'a toujours bien servi. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, pouf, il t'annonce qu'il quitte. Donc, ça. Et évidemment, quand il y a un changement de gestion, donc un nouveau propriétaire, là, tu appliques les règles, c'est très strict sur le paiement du loyer. Il y en a qui se retrouvent plus, qui vont quitter par eux-mêmes. Si tu entreprends un chantier de réno, de construction dans l'immeuble, ça aussi, il y en a qui vont être dérangés par ça, qui vont dire wow, on n'est plus, c'est plus le party comme on veut, là, il y a de la présence, il y a des travailleurs, il y a le propriétaire qui est là. Fait que l'argent, on garde ça pour la fin, mais comme dit Yvan, oui, 3-4 ans pour récupérer. Essaie de voir d'autres options, puis souviens-toi d'offrir, de quitter en tout temps sans pénalité. Excellent, merci Jean-Pierre. Donc, on va les habitués des lives. Donc, H et Priscilla. Donc, je vais tester celle-là, Jean-Pierre, la question. Je vais quand même la lire pour toi, au cas où tu ne l'aies pas au complet. Bonjour, M. Lépine parle souvent de ne jamais acheter au-dessus de 16 fois le MRN. Pour Longueuil ou le Grand Montréal, est-ce que je devrais garder cette discipline, même si je ne trouve pas grand-chose ces temps-ci, car les multiples sont très hauts? Est-ce que je devrais rajouter mon MRN maximum? Je pense que vous n'avez pas manqué un. On a hâte de vous connaître, de vous rencontrer. Il faut faire attention de ne pas s'enfermer avec un MRN et dire moi, je n'achèterai pas en haut de ça, en bas de ça. La raison est simple, c'est que au club, on vous aide à développer votre esprit d'entrepreneur, d'hommes et de femmes d'affaires avec de la vision. Ce qui fait que des fois, on peut acheter un peu plus haut, peut-être 18, 19, 20, mais avec un plan de redressement très rapide. Comme on dit, à l'intérieur de la bâtisse, on ne parle pas de construire des étages ou des annexes. On parle d'un plan pour optimiser l'immeuble rapidement. Donc, effectivement, des loyers qui sont en bas du marché, des stationnements, des buanderies commerciales, du Wi-Fi, il y a plein de façons d'optimiser. Mais oui, généralement, même ce que Jacques répétait, Jacques Lépine, au mois de mars, au début de la crise, c'est de viser d'acheter sur la valeur économique. Et idéalement, je sais que c'est très sévère, moins 10 très sévère. On cherche l'exception. Les gens qui ont suivi le coaching le savent, c'est un immeuble sur 200 qui vaut la peine d'être acheté. Donc, ça ne court pas les rues. C'est pas nécessairement ce qui va popper sur votre ordinateur quand vous allez taper immeuble à vendre Rosemont. Donc, il faut chercher, il faut prospecter. Le club donne un paquet de trucs aussi pour approcher des propriétaires qui ne sont pas à vendre. Excellent, excellent, Jean-Pierre. On poursuit, ça va bien, déjà 15 minutes de fait. On poursuit avec toujours quelqu'un qui pose une question live. On reviendra tantôt sur les questions qui ont été posées durant la semaine. Donc, on va y aller avec Rosa. Rosa qui dit comment gérer les nombreux locataires qui croient que les propriétaires sont des arnaqueurs, qui ne connaissent pas le marché du logement ou veulent tout inclus pour peu de sous. Il semble avoir un mythe que les propriétaires veulent faire un gros coup d'argent. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Jean-Pierre? Ben, on ne changera pas. Il y en a qui vont tout le temps vouloir à du monde. Ceux qui sont en affaires, qui ont des employés, il y en a qui comprennent très bien le rôle d'un entrepreneur, d'un propriétaire, de quelqu'un qui prend des grosses responsabilités financières. Puis il y en a qui vont tout le temps en vouloir, puis ils vont tout le temps se mettre dans la case des pauvres en parlant des riches. Donc, tout de suite, ils vont se catégoriser. On peut rien faire, Rosa. Il n'y a pas grand-chose. S'ils croient ça, tant pis. Personnellement, je cherche des locataires. Moi, quand je fais visiter tout ça, je cherche un rapport égalitaire. Je cherche des gens un peu plus matures qui comprennent, qui sont peut-être pas dans cette mentalité-là, de sorte que nos rapports sont plus harmonieux. Mais on peut pas nécessairement changer les mindsets. S'il y en a qui croient que les propriétaires sont tous des arnaqueurs, tant pis pour eux. Tu peux peut-être parler de ta façon de gérer, comme de quoi que tu donnes du service, que toi, le bien-être des locataires est important, que tu fais ce qu'il faut.
Donc, peut-être favoriser une meilleure relation, mais comme je te dis, du monde qui vont toujours penser que d'autres s'enrichissent sur leur dos, il y en aura toujours. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Peut-être juste travailler ta relation, mais moi, personnellement, au départ, sentir ça, je l'ai choisi. Excellent. On poursuit avec Danny. Danny Côté, qu'est-ce qu'une servitude? Si un immeuble fait l'objet d'une servitude, que dois-je en penser? À quoi dois-je faire attention? Évidemment, je ne suis pas juriste. Je vais faire ça simplement. Je m'excuse s'il y a des juristes dans la salle, puis je n'utilise pas les bons termes, mais quand même, on va rendre ça simple. Une servitude, c'est un droit. C'est un droit dans le fond que le propriétaire a. Et il faut faire attention, il y a des servitudes qui peuvent être très, très restreignantes, comme les servitudes qui sont vraiment anodines. Okay? Une servitude, par exemple, ce que ça pourrait être, c'est une servitude de passage pour Hydro-Québec ou Bell. Donc, Hydro ou Bell peuvent passer sur le fond du terrain souvent pour aller jouer avec les fils et tout ça. Donc, c'est un droit, dans le fond, qui est donné à une autre entité. Des fois, ça peut être une servitude de vue ou une servitude de passage. On donne un droit de passage à un voisin de circuler sur notre terrain ou vice-versa. Donc, fais attention parce que, justement, dans les droits de passage, ça peut être restreignant, ça peut des fois bloquer un projet que tu avais. Toi, tu pensais d'agrandir ou d'aller construire à l'arrière sur ton terrain, mais il y a une servitude de passage au voisin qui t'empêche de le faire. Donc, sois très vigilant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la main sur le certificat de localisation le plus tôt possible dans votre processus d'acquisition et de l'envoyer à votre notaire préféré. Attendez pas 2-3 jours avant ou une semaine avant l'acte notarié pour envoyer votre certificat parce que s'il y a quelque chose qui pop en bon français, puis que le notaire voit ça, ça se peut que ça bloque votre transaction ou ça vous empêche de faire votre projet. Et là, ça se peut que vous ayez engendré des frais d'inspection, d'ouverture de dossier, de phase environnementale, d'évaluation agréée pour se rendre compte que le projet ne tient pas la route à cause d'une servitude. Vous allez le faire qu'une fois. Après, vous allez apprendre qu'il faut envoyer ça le plus tôt possible. Et ça se peut que le notaire voit quelque chose et ça va vous permettre de renégocier avec votre propriétaire ou votre vendeur actuel en cours de processus. Donc, on le fait le plus tôt possible. Ne serait-ce que de payer quelques centaines de dollars de consultation, consultation à votre notaire, je pense que ça vaut la peine. Donc, Jean-Pierre, un petit quelque chose à rajouter là-dessus avant d'aller à la prochaine? Non, c'est tout dit. Excellent, excellent. Donc, je vais remonter le fil ici. On avait Joe Fortin. Combien l'immeuble augmente-t-il en valeur en pourcentage par année? Secteur Québec, Limoilou. Je pense Jean-Pierre est capable de répondre à ça. En tout cas, du moins donner une réponse sans avoir les chiffres exacts. Oui, ben, Limoilou a déjà explosé il y a à peu près une dizaine d'années. C'est un peu devenu le Montcalm de la basse-ville. Tant qu'à moi, dans certains secteurs, il n'y a pas de logique économique, là. C'est extrêmement cher. Ça dépend du profit à l'achat. Combien l'immeuble va augmenter en pourcentage par année? Si vous achetez déjà trop cher, topé complètement, l'appréciation, pas sûr qu'il va en avoir tant que ça pour les prochaines années, peut-être 1%, 2%, mais meilleur sur votre transaction au départ, Joe, meilleur va être votre enrichissement. Vous allez faire un profit à l'achat, puis évidemment, ben, le temps va vous servir. Mais je trouve les Limoilou, ça dépend comment on cherche. Tant mieux si tu es capable de prospecter, si vous êtes capable de prospecter. Mais si on regarde là, ce qui est sur Centris, moi, je trouve ça démesuré en ce moment. On vous encourage à prospecter, à trouver vous-même des propriétaires vendeurs et à acheter sur la valeur économique et peut-être un petit peu en bas, de sorte qu'il va avoir une meilleure appréciation, évidemment, parce que vous aurez payé moins cher. Mais en ce moment, au prix du marché, je trouve ça très haut. On est au-delà des valeurs économiques de beaucoup, donc appréciation, il ne faut pas trop se fier là-dessus, c'est de la spéculation. Good, good. Donc, j'ai mis un petit commentaire pour nous encourager, Jean-Pierre, à l'écran. C'est bravo pour votre travail de Andrew Topakzewski. Désolé, je le déforme un peu. Justement, Andrew pose une question. Donc, la question, je lis ça live, là. Je n'ai pas lu avant. Un achat au plateau en période COVID
OK, option 1, duplex classique versus option 2, commerce au rez-de-chaussée avec logement en haut. Je vais laisser répondre, Jean-Pierre, j'ai un petit quelque chose à gérer ici. Pas de problème. Ça dépend du commerce, Andrew. Option 2, commerce au rez-de-chaussée, logement haut. Quel type de commerce? C'est quoi les zonages, les usages permis par la ville? On sait qu'il y a des commerces qui ont été salement impactés par la COVID. Faut pas oublier le télétravail. Hein? Des fois, si c'était service professionnel en bas, des fois, il faut changer de plan. Donc, c'est sûr que le résidentiel, les gens vont toujours avoir besoin de se loger, de se nourrir. C'est un besoin de base. Donc, avoir le type de commerce et parce que c'est pas mieux là d'acheter une bâtisse avec un local vacant, ça va se financer très mal. Les banques vont avoir peur de ça. Donc, connais ton plan de match, qu'est-ce que tu veux faire. S'il est déjà loué, assure-toi que tu as un bon bail, qu'il te reste encore quelques années au bail commercial. Puis que tu as un locataire qui va être capable de passer à travers aussi là. Si c'est un marchand de spa, de piscine, pas de problème, là, mais je connais pas le type. C'est peut-être un dépanneur. Il y a des dépanneurs qui s'en sortent très bien aussi. Quoique des épiceries qui font livrer, qui coûtent moins cher. Utilise ton jugement sur le type de commerce. Regarde la pérennité, regarde la durabilité. Puis en cas de doute, prudence, on va avec du résidentiel. Merci, JP. Prochaine question de Tiwa. Tiwa, est-ce une bonne idée de s'incorporer pour acheter? La réponse est oui et non. Tiwa, ça va dépendre. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est un petit peu plate comme réponse, mais c'est quand même un conseil important qu'on vous donne, c'est de consulter un fiscaliste parce que c'est vraiment propre à chacun. Ça se peut que toi, dans ta situation, selon tes objectifs, selon ta situation actuelle, ce serait peut-être mieux d'y aller en compagnie. Ça serait mieux d'y aller personnel. Peut-être ça serait mieux de faire une fiducie familiale, peut-être, ou une fiducie de protection d'actifs. Ou, il y a plusieurs possibilités. Et donner une réponse toute faite, c'est impossible. Encore là, ça dépend aussi du type d'immeuble que tu achètes. Est-ce que tu achètes un immeuble pour détenir à long terme ou tu veux flipper? Si tu es en mode flip, de façon générale, OK, c'est pas un conseil absolu, mais de façon générale, c'est plus intéressant de le faire dans une société parce que la société va payer aux environs de 20 d'impôts. Donc, la base d'imposition ou le taux d'imposition pour un flip est relativement bas dans une société comparativement à tes revenus personnels que si jamais tu as des très bons revenus, ton taux d'imposition va être relativement élevé. Donc, dans le cas des flips, en général, c'est mieux de s'incorporer. OK? Dans le cas de détention à long terme, c'est pas vraiment que tu consultes. Jean-Pierre, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, ben, le gros point qui est mal connu là, de la part des gens, c'est que le fisc considère des revenus en immobilier comme des revenus de placement. Donc, vous êtes imposé au gros taux corporatif si vous achetez pour détenir des bâtisses, les conserver. Donc, comme dit Yvan, consultez un spécialiste, mais dans certains cas, votre taux marginal d'imposition va être plus bas que ça. Et l'autre chose, évidemment, quand vous êtes incorporé, ben, tout est plus cher. Le maintien, la création de la compagnie, le maintien dans le temps, vos états financiers avec le comptable, ça va vous coûter 4 fois, 5 fois plus que le coût personnel. Il y a certaines choses, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais souvent, on va dire 5 employés et moins avec, si vous avez, avec les DAS, tout ça, ça ne vaut pas nécessairement la peine de s'incorporer, mais moi, je vais vous dire, je vois beaucoup plus de propriétaires qui détiennent en leur nom personnel quand c'est pour, comme je vous dis, de l'accumulation. Et vous pouvez même le faire en partenariat là, avec évidemment des bonnes lettres, des conventions d'associés. Mais c'est pas vrai que parce qu'on part en immobilier qu'il faut s'incorporer. Au moins, ayez un doute là-dessus. Comme je vous dis, le gros jeu, là, c'est le taux d'imposition. On n'est pas au petit taux corporatif, on est au gros taux corporatif. Donc, parce que c'est considéré comme du revenu de placement. Aussi, un autre aspect qu'on peut soulever, si on peut faire du pouce sur la question, c'est l'aspect protection de ton patrimoine aussi. Là, parce que si tu mets ça dans une société, donc les acquisitions dans une société, et que tu ne fais pas de la fraude, ben, tu vas protéger ton patrimoine familial contre d'éventuelles poursuites en vice caché, par exemple, quand tu vas vendre et tout ça. Donc, tu protèges tes actifs personnels quand tu mets ça dans une société. Comme je l'ai dit, à moins que tu fasses une fraude, si tu fais une fraude, là, il pourrait y avoir un lever du voile corporatif qu'on appelle.
et qui est quand même assez complexe et coûteux et tout ça, mais c'est très rare que ça arrive. Donc, la société peut vous permettre de protéger vos actifs actuels. Un autre aspect à considérer dans votre décision. Fait qu'il n'y a pas juste l'aspect fiscal non plus à considérer. Ensuite, on a Alex Vanet. Quel serait le ratio idéal d'achat dans un marché actuel? Question très, très vague. On va tenter de mettre quelques petits points là-dessus. Premièrement, ça dépend, tu es où. Hein? Si tu achètes à Montréal, c'est pas les mêmes ratios que si tu achètes, par exemple, à notre fameux Shawinigan. Okay? Les ratios sont relativement bas. Donc, premièrement, dans quelle ville tu achètes. Ensuite, dans quel secteur de la ville, parce qu'à Montréal, sur le plateau Mont-Royal, c'est pas les mêmes ratios que, par exemple, dans Saint-Michel ou à Québec. Saint-Sauveur n'a pas les mêmes ratios que Montcalm, par exemple. Donc, le secteur dans la ville va influencer et les rues dans le secteur vont influencer également. Ensuite, c'est pas une question de ratio, là, Alex. Il faut que tu regardes aussi, dans le fond, l'état physique de la bâtisse. Parce que tu as bien beau avoir un immeuble en MRN ou en TGA qui sont intéressants, mais si tu as 200 000 à mettre sur la bâtisse, c'est pas le même prix, il faut que tu payes. Donc, l'état de la bâtisse va influencer ta décision. Ensuite, ton potentiel, est-ce que cet immeuble-là est optimisé, les revenus sont au maximum, les dépenses sont au minimum, tu n'as rien à faire avec, tu ne peux pas l'optimiser, donc c'est pas le même prix non plus. Donc, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La clientèle qui est en place, est-ce que c'est des 1,5 ou des 5,5? Est-ce que ton immeuble va être accaparant ou non? Parce que des 1,5 est plus accaparant que des 5,5. Le roulement il est plus intense. Donc, il y a ça à considérer également. Jean-Pierre, peut-être bonifier avant d'aller dans la prochaine question. Oui, tu as dit plusieurs aspects. La taille de l'immeuble, je ne sais pas si tu l'as dit. Puis une chose que à travers certains accompagnements cet été, les gens parlaient de ratio, mais avaient mal fait leurs calculs. On suggère au club souvent minimum 35 de dépenses, même 40 de dépenses, tout dépendant là, de la condition de l'immeuble. Si c'est chauffé propriétaire, souvent on monte à 50 de dépenses. Mais là, les gens enlevaient 20 de dépenses puis appliquaient des ratios. Faites attention de ne pas trafiquer les chiffres pour ne pas vous mentir à vous-même. Donc, appliquez les bons ratios qu'on enseigne au club dans le cours sur le cruncher, enlevez les dépenses nécessaires et fiez-vous pas nécessairement à une fiche descriptive où est-ce que vous avez seulement les taxes foncières, taxes scolaires et les assurances. Il y a pas mal plus que ça à considérer. Fait que, si quelqu'un vous dit ce secteur-là, 20 fois le net, ben prenez un vrai net et non un net allégé. Excellent. Merci Jean-Pierre de la bonification. Et en passant, les amis, je m'excuse si des fois vous voyez des affaires bizarres un peu à l'écran, des écrans noirs ou des drôles de mouvements. Là. Je fais ce que je peux, mais je pense que ça va bien. En passant, on a Mario Montmini. Salut Mario, il nous salue. Je pense qu'il connaît, il est de Québec. On salue tous les gens du coaching en passant qui nous suivent. Qui continuent de se former malgré tout le bagage qu'ils ont reçu, ils continuent d'apprendre des petits trucs par-ci, par-là. Toujours intéressant. Donc, on a Guillaume Méthode. C'est ça. Guillaume Méthode qui dit les vendeurs, même hors marché, voient les mêmes articles de journaux que nous. Ils voient les prix qui sont vraiment élevés sur Centris, alors ils demandent des prix déconnectés de la valeur économique. Donc, on ne se cachera pas que les immeubles sont chers et les vendeurs le savent. Donc, ils sont tout de même conscients que ce que vaut leur immeuble, même s'ils n'ont pas fait leur travail avec les loyers. Donc, les revenus sont trop bas parce que les propriétaires n'ont pas augmenté leur loyer au fur et à mesure, qui est une erreur tant qu'à nous. Hein. Donc, comment les ramener sur terre lors des négos? Jean-Pierre, peut-être? Oui, c'est des sujets que j'aime bien, ça. Écoutez, premièrement, si vous êtes trop loin de la peine, vous arrivez, exemple, à une valeur économique à 500 000, puis le gars en demande 895, vous ne réussirez pas à le faire baisser de 400 000 de cette façon-là, surtout si vous êtes parmi les premiers à rentrer dans le dossier. Donc, ce qu'on dit, ça a servi à beaucoup de membres du club qui ont acheté avec succès, laissez d'autres personnes taper la trail et travailler le dossier et je vous dirais même écœurer le vendeur. Ce ne sera pas vous. Vous allez maintenir votre relation. Donc, ce que vous pouvez dire, écoutez, merci.
ça ne correspond pas à mes critères d'investissement, ça ne correspond pas à mes rendements. On n'attaque pas le vendeur, on lui donne la main et on garde notre relation, Guillaume. De sorte qu'il va cheminer. Souvent, ça peut prendre jusqu'à un an et demi. Il a besoin de faire le tour du cadran pour s'apercevoir qu'effectivement, il est hors de la traque. Il n'y a personne qui va payer ça, à moins qu'il attrape un poisson, ce qui est possible. Il y en a quand même passablement qui achètent mal en immobilier, mais ce sera pour vous. Et en gardant la relation, j'ai un cas, entre autres, au club, il était le 4e. Il a lâché l'affaire au départ, puis ensuite, il était le 4e en arrière et ça lui est revenu encore moins cher que sa première offre d'achat. Donc, si on est trop loin du prix demandé, ce n'est pas nous qui allons le faire changer d'idée, même si on arrive avec des crunchers et des valeurs économiques. Il a le droit de rêver, il a le droit de chercher, encore une fois, quelqu'un qui va appâter et qui va peut-être mordre à l'hameçon. Et on peut passer au suivant, effectivement. On n'oublie pas la prospection, on n'oublie pas d'être la solution, d'être attrayant. Et si on veut un bon prix, mettez pas un kilomètre de conditions. Mettez les conditions qu'on enseigne au club. Mais quand je vois du monde m'envoyer 2 pages de fichiers Word puis faire des offres très agressives, les offres très agressives, ils passent quand on est simple puis quand on est attrayant comme acheteur. Bien dit, bien dit. Merci, JP. Désolé, ça a coupé ça. Nancy Réaume, qui demande, ou qui dit, je voulais m'acheter un triplex et vivre dedans, mais rien ne m'intéresse, c'est trop vieux, c'est trop cher, donc ma maison est rendue trop grande, dans la maison où elle habite actuellement, puis elle est payée. Ses enfants quittent le nid, alors elle loue 2 chambres et fait un bachelor au sous-sol, qui est quand même bien. Est-ce qu'elle doit déclarer des chambres? Évidemment, nous, au club, on ne te suggérera pas de faire ça illégalement. Évidemment, il faut que tu déclares tes revenus. Il faut surtout que tu t'assures aussi que c'est conforme face à la ville, hein, parce que ça se peut que ce soit non conforme. Donc, assure-toi d'avoir des chambres conformes et aussi assure-toi que d'un point de vue assurance, ils sont au courant parce que là, tu rentres dans le commercial et si les assurances sont pas au courant, ils pourraient peut-être ne pas payer en cas de réclamation ou donc, vigilance là-dessus. Évidemment, tu déclares tout selon nous. Et JP, as-tu quelque chose à bonifier? Le point le plus important, les assurances. On ne ment pas à son assureur. Après ça, il y a un paquet d'endroits. Moi, je regarde à Québec, autour de la cité universitaire, il y a un paquet de maisons qui louent des chambres. Je sais que la ville, peut-être, va autoriser 3 chambres. Ils vont en louer 5 ou 7. Après ça dépend de notre tolérance. Et le point divin par rapport au fisc, niaisez pas avec ça. Effectivement, là où il y en a qui jouent, c'est la tolérance des villes, mais au niveau de déclaration des revenus, en plus, si vous voulez mettre des dépenses, Nancy, ça serait bien de déclarer. Puis, bravo d'allumer le monde que ça va être plus rentable qu'un triplex, que de louer des chambres ou d'avoir un bachelor dans leur maison. Brillant. Brillant. Je sais que Jean-Pierre est un adepte de cette option-là. Good, bravo. Tiwa, est-ce qu'il y a une source pour avoir les MRN des secteurs de Québec? La réponse est oui, effectivement. Tiwa, tu peux, on m'a donné 2-3 sources. Tu peux commencer par PMML. Donc, PMML Multilogement font des analyses des vendus. Donc, tout ce qui a été vendu sur le marché, que ce soit centriste ou hors centriste. Donc, tu peux consulter leur rapport pour connaître les MRN de Québec. Ensuite, demander à un courtier. Donc, demande à un courtier qui t'envoie les vendus et analyse-les toutes les vendus. Donc, tu vas être en mesure aussi de corroborer et de voir la différence entre les chiffres de PMML et les chiffres que toi, tu vas arriver selon ton analyse à toi. Ensuite, on aurait quoi comme à Québec comme source pour les MRN, Jean-Pierre? Je t'ai manqué de dernière seconde. As-tu parlé de la SCHL? Non, mais dans les multilogements, dans le site, on peut trouver les TGA. Le TGA est l'inverse du MRN. Vous pourriez trouver les TGA, il me semble, sur le site de la SCHL, qui est un site très, très riche, beaucoup d'informations. L'autre commentaire personnel, je ne peux pas m'en empêcher. Tu vois, l'analyse paralyse. Donc,
même si vous n'avez pas le TGA ou le MRN d'un secteur, on veut battre ces chiffres-là. C'est que là, je comprends là, qu'on veut des paramètres, mais tu vois, on est en train de, t'es en train de nous dire que tu veux connaître la grosse moyenne et le club vous incite à acheter en bas du marché. Donc, moi, de savoir que dans mon secteur, c'est à 20 fois le net, je n'ai un peu rien à foutre parce que si moi, je veux trouver meilleur que ça, euh, good to know. Merci de le savoir, mais OK, ça me donne un paramètre, mais je ne m'empêcherai pas de faire de la prospection. Le but, c'est d'acheter des immeubles rentables avec le meilleur cash flow possible. Fait que je connaisse le TGA ou pas, correct. Oui, le prêteur va en tenir compte dans le calcul de la valeur économique, il va pondérer avec le TGA, mais c'est pas la fin du monde. Il faudrait pas t'empêcher, tu vois, de bouger parce que tu n'as pas à la virgule près le TGA d'un secteur. Excellent. Excellent. On continue avec Joe Fortin. Joe qui demande concernant les négociations suite à une inspection, que devrais-je regarder? Exemple, un toit de 20 ans, est-ce qu'on fait baisser le prix? Même si la soumission du couvreur dit qu'elle est bonne encore pour 10 ans, tu peux peut-être y aller avec un prorata. Hein, donc, il y a une dissuétude à la toiture et c'est pas parce que dans, mettons, 5 ou 10 ans, il est dû que tu vas baisser le prix de ce montant-là. Donc, tu pourrais peut-être y aller au prorata. Il reste encore un certain nombre d'années. Donc, on va enlever un montant qui n'est pas nécessairement le montant de la soumission, mais quand même compenser le fait qu'elle a 20 ans. Et où mettons-nous notre focus sur d'autres points? Mais évidemment, les points importants, là, c'est la toiture. On va avoir évidemment les portes et fenêtres qui sont quand même des gros morceaux là, quand il faut changer ça. Tu vas t'attarder aussi à la brique, s'il y en a. Donc, la brique qui est lézardée, la brique qui a des ventes de bœuf et tout ça, c'est quand même pas donné. Plomberie et électricité, oui, mais c'est quand même très difficile à changer, ben, dans le sens que un électricien va dire c'est facile, là, mais c'est coûteux d'aller jouer dans la plomberie, dans la vieille plomberie, tout ça. Mais si elle est vieille, ta plomberie, peut-être enlever un petit montant si tu es capable, évidemment, là, pas nécessairement de la refaire au complet, mais de dire que la plomberie est quand même âgée et qu'il va y avoir des réparations éventuelles qui s'en viennent. Donc, plomberie, électricité, toiture, fenêtre, briques, fondation, évidemment. Là. Si tu as des fondations, des fissures, qu'il y a du pieutage qui doit être fait, par exemple, c'est quand même pas donné non plus. Puis cuisine, salle de bain quand même, parce que tu veux avoir des revenus les plus élevés possibles et on sait que ton logement, s'il est rénové, ben, tu vas le louer plus cher. Et où est-ce qu'on rénove? C'est cuisine, salle de bain, hein, le 80-20. Donc, des fois, tu peux avoir des bons MRN, mais tu as des vieilles, tu as des toilettes, pas des toilettes, mais des salles de bain puis des cuisines qui sont assez désuètes. Donc, c'est quand même assez dispendieux de les faire. Sinon, bien sûr qu'il y a plein de petits points, là, mais je pense que c'est les points majeurs qu'il faut que tu regardes, Joe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Pierre, là-dessus? Oui, on dit ce qui est urgent, moins d'un an devrait se refléter sur le prix d'achat. Donc, urgent, important, qui touche à la sécurité, normalement, il devrait se refléter sur le prix d'achat. Un autre truc que j'ai déjà donné dans un Facebook Live, c'est que ça vient d'un membre du coaching il y a quelques années. J'avais bien aimé l'idée. Il a pris les plus gros problèmes, une feuille. Il n'a pas écrit un roman. Les 3 ou les 5 plus gros problèmes, il a fait 2 colonnes. Les problèmes, le prix est corrigé et en annexe, les soumissions. Il a donné ça après l'inspection au vendeur en disant regardez ce qui se passe. Donc, c'est comme très frappant. Il a converti les plus gros problèmes en argent et après ça, ça fait une belle porte d'entrée pour négocier. Fait que s'il y en a pour 75 000, on s'entend-tu pour 40 000 de baisse? On est capable, versus de dire, ben là, moi, je décide de baisser de 40 000. Non. On peut y aller avec des preuves, des faits, et j'aime bien la façon. Effectivement. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait une lettre là-dessus, là, une lettre que j'utilise suite aux inspections et qu'on donne aux gens du coaching après le cours d'inspection. Donc, je joins également les pages du rapport d'inspection. Donc, je ne donne pas nécessairement le rapport au complet, mais dans ma lettre, page 8, les fissures, il y en a pour 800 $. Et donc, on vient joindre les preuves à l'appui. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est d'être un petit peu plus généreux sur les montants sans exagérer. Là, c'est une fissure, si tu mets 40 000 pour une fissure, tu payes la carte, mais si ça coûte 800 puis tu mets 950, c'est plausible. Fait que tu mets un petit peu plus à chaque montant.
et tu arrives à un montant total, par exemple, de 10 000, puis là, tu peux dire au vendeur, ben, c'est à 7 500, je serai à l'aise. Tu viens de réduire le prix, tu viens de réduire ta diminution de prix par rapport à ta lettre, puis ça passe mieux, dans la négociation, ça passe mieux. Donc, petit truc qui peut vous valoir cher suite à l'inspection. Ensuite, on poursuit, ça va bien, quand même déjà 38. En passant, il y a Philippe Ritchie qui a bonifié sur la location de chambre pour la question de Nancy Réaume. Donc, il semble donner des bonnes informations. Vérifier au Code civil du Québec l'article numéro 1892 alinéa 4, j'imagine, au numéro 4 pour la location de chambre chez un propriétaire occupant. Donc, merci Philippe de bonifier. Très apprécié. Nadia Modeste, je suis présentement en recherche d'un duplex. Les prix sont en surenchère. Quels sont les points de négociation face à cela? Oui, Nadia Modeste. Devient la solution, Nadia. Devient la solution à quelqu'un qui est prêt à vendre rapidement, et pas trop de conditions, soit attrayante, comme on disait tantôt, et ne te contente pas de ce qui est seulement offert en vente active sur le marché, Centris, Kijiji, du Proprio. C'est clair qu'à partir du moment qu'un vendeur a décidé de vendre son plex, on le dit souvent, c'est la catégorie d'immeubles qui a le plus augmenté dans les 10 dernières années. Les prix ont triplé. Donc, on veut chercher l'exception. Donc, prospecte et, comme je te dis, devient la solution, offre une transaction de gré à gré en toute simplicité, sans intermédiaire. Pas trop de conditions, avec une offre en conséquence. Donc, voilà, c'est vraiment relié à ton travail de prospection, de défrichage. Ouais. Excellent, excellent. On s'approche de la fin bientôt. On avait une question qui avait été posée par Kenneth Chan. Est-ce que les frais de formation qu'on paie, exemple, programme de coaching ou fast track, sont déductibles d'impôts? Évidemment, ça, il faut que tu vérifies avec ton comptable, mais dans le concept, si c'est dans le but de te perfectionner, ça devrait aider à faire passer la dépense. Si tu es déjà propriétaire de 2 immeubles et plus, ça va être plus facile de passer la dépense. Si tu es déjà dans le domaine connexe à l'immobilier puis tu veux te perfectionner, ça va être aussi plus facile. Évidemment, c'est du cas par cas, mais ton comptable, en espérant qu'il connaît bien la fiscalité, pourra te renseigner à savoir si toi, ta situation s'y prête. Mais je vous dirais, je ne vais pas prêcher pour la paroisse, mais que ce soit déductible ou non, empêchez-vous pas de vous former. C'est sûr que c'est le fun quand la dépense est déductible, on en convient. Mais tu sais, mettons qu'on prend un coaching à 4 500, c'est le fun de sauver 2 250 en impôts, mais c'est rien dans l'ensemble de votre carrière, là, le 2 250 en question par rapport à ce que vous allez apprendre et sauver et apprendre comme truc et sauver comme mise de fonds dans vos prochains achats. Ça vaut la peine. Jean-Pierre, un petit mot là-dessus peut-être? Oui, ben j'ai toujours peur, hein. Vous le savez, on vous parle avec notre cœur, on vous parle sincèrement. Notre but, c'est de vous aider à réussir. Puis moi, je prends beaucoup de satisfaction de voir des gens réussir suite à nos enseignements, dire hey, ça a marché, j'ai appliqué ça. Donc, la valeur, effectivement, du coaching, on a des gens qui sont revenus vers nous en disant c'est très sérieux, là, qui a payé le coaching 250 000 compte tenu de tout ce qu'ils ont fait et de l'argent que ça leur a permis de faire. Donc, tant mieux. Comme disait Yvan, c'est déductible. Et si ça ne l'est pas, honnêtement, quel bel investissement. Good. En passant, Luigi est là. Luigi Fragomele. Allô, Luigi. Son nom, salut Luigi, c'est plus simple. On a hâte de te revoir. On a hâte de vous revoir en personne. Hein, ça fait longtemps. Là, on parle devant des écrans, c'est pas toujours évident et aussi motivant. On ne voit pas de réaction des gens. Donc, merci de nous suivre et on apprécie. Tiwa, comment vérifie-t-on la qualité des locataires déjà présents lors de l'achat d'un immeuble? Et je pourrais peut-être poursuivre avec la question de Joe Fortin qui est en lien aussi avec ça. J'ai demandé au vendeur l'occupation des locataires pour qu'il me donne une idée de leur solvabilité, mais il m'a répondu que c'était des infos personnelles. Donc, c'est sûr qu'on achète un immeuble avec des locataires en place. C'est très difficile d'aller vérifier. Il faudrait avoir leur autorisation à chaque locataire pour sortir le bureau de crédit, mais à moins que le propriétaire
veulent vous fournir les enquêtes de crédit qu'il a fait, s'il en a fait évidemment. Mais très, très, très difficile. Moi, je n'ai jamais réussi à obtenir ça. Jean-Pierre, c'est une expérience qui pourrait. Je vais être assez dur ou assez cru sur ma réponse. J'en ai personnellement rien à foutre. Pourquoi? Je cherche à régler des problèmes et je vais payer en conséquence. Éventuellement, l'immeuble va me ressembler, je vais changer la clientèle, mais ce qui est là, honnêtement, s'ils sont là, c'est un fait. Ils ont le droit au maintien dans les lieux. Même si j'aurais leur bureau de crédit, tout ça, moi, je vais appliquer mes règles jour 1. C'est le paiement du loyer le premier entièrement. Puis je vais être très, très strict, très, très ferme. Donc, de connaître leur passé, tout ça, ils sont déjà là, ils ont déjà loué, ils ont déjà signé un bail. C'est pas comme si on qualifiait quelqu'un. Ils viennent avec le bâtisse. Donc, on n'a pas le choix de les prendre. Fait qu'il faut faire attention jusqu'où on pousse le vendeur. Ça peut le tanner, ça peut l'écœurer aussi. Faites attention. Quand on dit devenez attrayant, soyez simple, mais il y a un prix à ça. L'autre point qui est important, la longévité des baux. Donc, ça, c'est une affaire que je vérifie. Si tous les locataires sont là depuis 15, 20, 25 ans, ils payent 300 400 en bas du marché chacun, ils vont peut-être avoir un peu de difficulté à les faire bouger. Donc, je vais négocier aussi en conséquence. Même si les gens me disent, ouais, mais ça vaut plus. C'est extrêmement longtemps que ces gens-là sont là. Yvan l'a dit, le travail n'a pas été fait d'augmentation de loyer. Ça va être, je vais tenter de les rencontrer lors de ma visite ou lors de l'inspection pour connaître leur plan. S'ils me disent qu'ils veulent mourir dans cet immeuble-là, je vais faire attention. Excellent. Mario, mis un commentaire, j'ai jugé bon de le mettre à l'écran. Un petit peu en lien avec ce que tu disais tantôt. Donc, toujours se former. On le fait pour tout dans la vie, donc pourquoi pas investir 5000, c'est rien. Donc, prochain cours en passant pour ceux qui sont intéressés, prochain groupe de coaching, 12 septembre. On a également un fast track qui est en accéléré en ligne, 5 cours au lieu de 10. Donc, à vous intéresser. Philippe Ritchie mis un commentaire aussi par rapport à Nancy Réon, je me souviens bien tantôt, il disait d'avoir un bail commercial. OK? Peut-être, Jean-Pierre, tu pourras faire du pouce là-dessus, mais Philippe disait qu'il y avait un exemple de bail commercial pour la situation. Il est capable de le partager gratuitement. Donc, merci Philippe de ton. Oups, je n'ai pas mis la bonne ici. Donc, Philippe peut partager un exemple de bail commercial pour un propriétaire occupant qui loue des chambres. Donc, Jean-Pierre, as-tu quelque chose là-dessus? Merci Philippe. C'est juste que j'ai des doutes sur l'application de ça dans un secteur résidentiel où est-ce qu'on a des chambres étudiantes. J'ai pas vu ça souvent. Quand c'est pas zoné commercial, c'est zoné résidentiel. Exemple, mettons, pour tout à l'heure, on parlait de peut-être au moins convertir la maison unifamiliale en duplex, si c'est le cas, ou en triplex. Mais au niveau des chambres, je connais pas grand personnes qui ont fait des beaux commerciaux avec ça dans des secteurs résidentiels où il n'y a pas d'usage commercial. Moi, je veux les clauses de la régie pour me protéger. Je veux pas le code civil avec le bail commercial pour ça. Je traite avec du résidentiel. Mais bon, je veux pas aller trop loin là-dedans. Je suis pas avocat. Je parle par expérience. Mais si Philippe, tu veux partager quelque chose sur le groupe Facebook privé, pour des gradués du coaching, c'est possible. Good. Donc, un autre petit mot d'encouragement de Tiwa. Je sais pas si tu l'as vu passer. Ouais. Serge, quel spécialiste dois-je consulter pour vérifier c'est l'efflorescence et non l'inflorescence? Tu sais que je ne sais pas c'est quoi. Dans le fond, c'est du calcaire qu'on retrouve soit dans la pierre ou dans la brique. Et avec la migration de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur, va faire migrer le calcaire sur la surface de la brique. Souvent, une brique rouge, on le voit très bien. Là. Donc, on voit des taches blanches sur la brique rouge, par exemple. Excusez. Alors. Désolé, j'ai pourtant fermé mon téléphone. Je pensais l'avoir fermé. On me fait chicaner, même. Désolé. Donc, taches blanches qu'on retrouve sur la brique. Souvent, la brique rouge, on le voit mieux. Donc, c'est pas nécessairement nocif, c'est pas dangereux pour la brique. Par contre, il faut l'enlever.
D'un point de vue visuel, il faudrait l'enlever. Donc, moi, je consulterais un bricoleur, un maçon ou un bricoleur qui pourrait peut-être te donner des conseils là-dessus parce qu'il y a différentes façons de le nettoyer. Tu peux le nettoyer à l'eau, avec une brosse, tu peux mettre un produit chimique pour faire attention pour qu'elle soit compatible avec, évidemment, le matériel. Donc, commence par un maçon. Mais là, peut-être qu'il va dire faut voir la source du problème, mais là, ce sera une autre étape par la suite. Il pourra te référer à quelqu'un qui pourra t'aider. C'est souvent des problèmes là, d'étanchéité ou d'isolation, tout ça. Donc, il pourra te diriger à un contact lui. OK. Jean-François Picard. Ah, Jean-François Picard, qu'on salue. Merci pour l'entrevue, pour l'échange. Ça nous fait plaisir de partager avec vous. Donc, Jean-François nous dit qu'il a bien hâte de voir tout le monde en vrai. Luigi, qui passe un commentaire que je n'ai pas lu, que je vais lire live. Les baux commerciaux en cas de grosse réclamation d'assurance pour un gros sinistre, ça peut causer des problématiques et apporter la responsabilité au propriétaire et enlever toute responsabilité au locataire. JP, qui est dans le commercial, indique que tu saisi. Oui. Il faisait peut-être référence là, au commentaire précédent là, par rapport au bail commercial, effectivement. C'est ça, on pourra en parler longtemps. C'est peut-être pas le but du Facebook Live, mais assurez-vous que si vous rentrez un bail commercial, que c'est approprié, que ce n'est pas pour une location résidentielle. Faut juste pas mixer les deux, là, c'est très, très différent. Du moment qu'on a un locataire, comme je vous dis, même au Québec, même sans beau, il est protégé par la Régie du logement. Donc, même si on essaie de faire signer un bail commercial, c'est du résidentiel, ultimement, tant qu'à moi, la Régie va primer sur quoi que ce soit. Là, on mixe pas les deux. Quand on loue avec une bail commerciale, c'est un usage commercial de quelque chose qui est réputé être commercial, un local, peu importe ce que c'est, un dépanneur, un restaurant, un salon de coiffure ou autre. Donc, faites attention. Il y en a peut-être qui vont parler du Airbnb pour la location de 30 jours et moins. Où est-ce que là, oui, on tombe en commercial, mais c'est souvent des ententes, c'est pas des beaux commerciaux qui se signent avec les locataires d'Airbnb. Mais oui, là, c'est taxable, TPS, TVQ. On parle d'autres choses. Mais sinon, là, à 31 jours et plus, prenez des baux de la régie, là, même pour des chambreurs. Excellent. Merci Jean-Pierre. Déjà 1h moins 10, encore une centaine de personnes sur le live. Merci beaucoup d'être là, d'être fidèle et d'être assidu. On s'en va vers le dessert de ce lunch immobilier, donc avec H et Priscilla. Avez-vous quelques astuces de négociation dans un cas hors marché? Jean-Pierre, je vais te laisser répondre les dernières parce que je vais préparer la finale. Oui. Ben, je veux saluer les seniors. Ça vous montre hein, qu'on se forme en tout temps. On a parlé de Jean-François Picard. C'en est un, entre autres, Jeff, que je salue, qui est devenu un ami personnel, qui a vraiment développé un esprit millionnaire dans quelques années avec le club. Et on lui donne crédit parce que nous, on monte des choses, mais après ça, ça vous appartient. On donne la recette, mais c'est vous qui faites le gâteau. Mais c'en est un qui pourrait partager beaucoup de trucs. Puis il est avec nous ce midi. Tant mieux si on peut lui apprendre quelque chose. Mario aussi, Luigi, Julie qui fait son coaching également. Donc, merci d'être là. Ça vous montre encore une fois que la formation continue est super importante. Pour revenir à la question d'H. Priscilla, des astuces de négociation dans un cas hors marché. Comme je vous dis, soyez attrayants, permettez à un vendeur de passer à autre chose dans sa vie, devenez la solution et montrez-lui. Puis même, j'ai des exemples en tête. Un des trucs qu'on enseigne, c'est d'approcher des logements à louer. Puis, un gradué du coaching m'avait partagé, j'en ai déjà parlé, il avait dit au propriétaire, je vais vous soulager de vos locations. Je vais vous permettre, moi, de faire d'autres choses de votre vie que d'annoncer des logements à louer et de faire des visites. Donc, pensez à toute la liberté qu'en tant qu'acheteur, je peux vous procurer. Fait que, truc de négociation, ça serait ça, la simplicité de ne pas avoir de courtier, de ne pas avoir d'intermédiaire. Comme je vous dis, d'être liquide, même si vous n'avez pas l'argent,
si vous avez un deal, on le dit souvent au club, l'argent va suivre de plein de façons. Donc, agissez, c'est très lié à votre mindset, mais agissez comme si vous aviez toujours 1 million dans vos poches. Même si vous ne l'avez pas, même si vous êtes endetté, si vous trouvez l'aubaine, l'argent va suivre. Soit avec des partenaires, avec des prêteurs, écoutez, il y a bien du monde qui vont vouloir, ou même revendre votre offre d'achat, vous allez devenir très populaire. Donc, dans les trucs de négociation, c'est vraiment d'offrir la simplicité, de passer à d'autres choses dans sa vie. Il peut être fatigué, il peut être malade, il peut être en plein divorce. Fait que vous arrivez, timing is everything. Et sous-estimez pas le moment que vous allez arriver dans la vie d'un propriétaire. J'ai un exemple aussi en tête dans le Vieux-Québec d'un immeuble qui était très convoité. Le gars avait une liste d'acheteurs, mais celui qui l'a eu, il est arrivé dans la bonne semaine. Le propriétaire était dehors, il a baissé sa vitre, il disait, hey, il y a 12 vendeurs. Ils ont réglé ça dans la même semaine. Il est juste arrivé au bon moment. Fait que le gars, le vendeur, le propriétaire, c'est pas badré de rappeler tous les autres. Fait que lâchez pas et soyez régulier dans votre prospection. Vous allez arriver à un moment donné dans un excellent timing pour un propriétaire qui va être prêt à vendre. Ça serait mes conseils. Excellent. Hey, on se dirige vers la fin. Un petit apéro avec Daphné Lucie. Je vais te laisser répondre là-dessus. Je vais bonifier puis on va conclure, Jean-Pierre. Donc, bonjour, je suis étudiante et je veux commencer en immobilier. J'aimerais savoir s'il est possible de trouver un mentor, partenaire pour l'achat d'un premier plex. Qu'est-ce que tu aurais à lui partager là-dessus? S'il est possible de trouver un mentor, un partenaire pour l'achat d'un premier plex. Ben, au niveau du mentor, vous l'avez trouvé déjà, Daphné, avec le club. On est là avec vous, à vos côtés, comme coach, comme accompagnateur. Au niveau d'un partenaire, encore une fois, aie quelque chose à offrir, Daphné. Sois attrayante. Les gens disent, hey, je cherche des partenaires. OK, qu'est-ce que tu as à offrir? Donc, trouve quelque chose, deviens expert d'un secteur, prospecte-le, trouve une aubaine. Et ensuite, je vais te dire que des partenaires, ça va être, tu auras le choix des cadeaux pour les partenaires. Mais comme je te dis, au niveau mentor, enseignement, formation, le club est là pour t'aider. Excellent. Good, good. Hey, merci. Merci à tous. Déjà, moins 2 dans mon bar. Ça conclut, dans le fond, notre lunch immobilier de questions et réponses. On espère que vous avez apprécié, dans le fond, le temps qu'on a mis à vous donner des trucs et conseils. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à suivre nos infolettres. Et on va se revoir, nous, la semaine prochaine. Je ne sais pas si Jean-Pierre va être là. Peut-être ça va être Dave Powell, peut-être, ou un autre coach. On va voir qui va être là la semaine prochaine. Jean-Pierre, un petit mot de la fin? Ouais. Encore une fois, Pierre-Luc, merci d'être là. Tous des gens qui ont beaucoup de connaissances, puis qui sont là. Je ne veux pas tous les nommer, mais merci à tout le monde d'être présent. Merci de nous faire confiance. Puis on entrevoit la prochaine saison avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme. Dans le contexte actuel, on va essayer de se faire une vie un peu plus normale et tenter de reprendre nos formations en classe, peut-être des soirées mensuelles éventuellement. Donc, restez proches de ce qui se passe avec le club. L'investissement immobilier ne lâche pas. Puis on est confiant qu'il y aura des belles occasions aussi dans le marché cet automne. Excellent. Merci Jean-Pierre. Et on vous rappelle, coaching qui débute le 12 septembre, Fast Track également, formation à la carte, à ne pas négliger. Donc, merci à tous. On se revoit pour un autre lunch immobilier le 24 août prochain. À bientôt. Super. Bye bye tout le monde. Merci.